bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec ce soir mes camarades Aram Faltioun. Bonsoir Aram. Bonsoir Alioune. Et professeur Ibrahim Silla. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Alioune. Tout à l'heure, en deuxième partie, nous allons recevoir Yaham Bey qui viendra nous parler de son association, ainsi que le rappeur Fata qui viendra nous présenter son nouveau single. Mais tout de suite, nous allons accueillir un ancien journaliste éditorialiste et ancien ministre de la Culture. Il est présentement porte-parole de la présidence de la République du Sénégal. Il vient de publier aux éditions Les Points sur les i, l'ouvrage intitulé Sénégal, l'histoire en marche. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir M. Abdoulatif Coulibaly. Bonsoir, M. Coulibaly. Bonsoir, Alioune. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Salut aussi le professeur Ibrahima et Madame Aram. Très heureux d'être ici parmi vous. Comme je viens de le dire, vous venez de publier aux éditions Les Points sur les i, l'ouvrage intitulé Sénégal, l'histoire en marche. Après un septennat bien rempli, un quinquennat face aux défis de l'avenir. C'est ce que les éditeurs appellent un pavé de plus de 400 pages. C'est vrai que c'est vraiment un gros livre, mais qui se lit facilement. Vous avez ce don-là, ça il faut vous le reconnaître, que vous tenez vos lecteurs en haleine depuis les livres qu'on a lus un peu il y a une vingtaine d'années, quand on était un peu plus jeune. Voilà, des ouvrages jusqu'à aujourd'hui, vous gardez cette plume, vous parvenez à vraiment tenir les lecteurs en haleine. Même si je dirais que vous n'avez pas le style de votre ami et frère Babacar Touré, mais quand même, c'est toujours un style agréable et on parvient à lire le livre sans problème. Mais dès le début, vous avertissez vos lecteurs pour dire que ce ne sera pas un livre bilan que vous allez présenter, mais quand même un peu c'est un peu un livre bilan. Oui, en fait, j'ai voulu faire cette précision simplement parce que souvent, quand on entend parler des bilans, c'est souvent un bilan comptable, où les chiffres jouent un rôle extrêmement important, mais où l'analyse qualitative, parfois, ne fait pas nécessairement défaut, mais est moins présente que l'analyse quantitative. Absolument. Donc, quand j'ai voulu dire ça, c'est simplement pour mettre en garde que les gens ne cherchent pas à avoir un bilan exhaustif. Absolument. Qui parle de tous les investissements qui ont été faits, mais j'ai fait un choix de cœur par rapport à des projets qui ont été déroulés, mais par rapport à des centres d'intérêt qui me sont communs, mais qui sont également partagés par une bonne partie de la population. Absolument. Ce livre a été écrit sur la base de 4 postulats de base. Le premier postulat, c'est qu'après les élections de 2019, j'avais souvent entendu, c'est de bonne guerre de la part de l'opposition, que les élections ont été bluffées, les élections ont été trichées, les élections ont été volées, et qu'en définitive, le code de 1992, on a rompu le consensus. C'est la raison pour laquelle j'ai posé un postulat de base pour dire que je n'étais pas d'accord, et j'ai voulu étayer ça par des faits. Le deuxième postulat de base, c'était de faire comprendre quand une nation veut s'en sortir et refuser le postulat de certains pessimistes, afro-pessimistes, qui disent que l'Afrique est à jamais condamnée. J'ai voulu dire non, qu'il y avait dans cette Afrique-là des gens qui travaillaient, des gouvernements qui s'employaient à faire un travail, même si tout n'est pas parfait, il y avait quand même des éléments qu'on pouvait constater qui nous faisaient croire qu'il y avait une volonté de travailler pour aller vers l'avant. Ensuite, il y a un troisième postulat où j'ai dit que le PSE est un instrument au service d'une politique économique et que d'une certaine manière, le PSE était un mécanisme opérationnel de rompre avec la manière de faire le développement économique. Il y avait un changement de paradigme assez important. Ensuite, quatrième postulat, c'était de dire que nous avons fait des découvertes très importantes en matière d'hydrocarbures qui constituent un espoir pour les Sénégalais. Il y a une approche iconique dès l'ouverture du livre, c'est-à-dire sur la page de garde, pour montrer les enfants qui font face à l'océan, qui ont envie de dire aux jeunes et aux adultes qui dirigent aujourd'hui les pays, attention,
voilà notre espoir qui se tourne vers la mer, mais on n'oublie pas également que c'est vous qui avez la responsabilité de faire en sorte que les hydrocarbures deviennent un atout de développement économique en vue de mettre en place une économie intégrée qui donne toute sa place à l'agriculture, à tous les secteurs. Ça également, c'est extrêmement important. Voilà résumer les 4 parties du livre. Voilà. Absolument, parce que vous avez, comme vous l'avez dit, voulu montrer, faire une petite historique par rapport à ce qui a été ce qu'a été les élections au Sénégal. Essayer d'avoir une lecture des élections de 2019 par rapport à ce qui s'était fait au Sénégal avant. Donc, pour dire que, attention, parfois l'histoire se répète et que certains ont peut-être voulu répéter ce qui s'est passé avant. Oui. Vous savez, j'ai été, d'une certaine manière, un acteur assez impliqué dans les élections qui datent depuis 1988 jusqu'à 2019, où j'ai définitivement quitté, en 2012, quand j'ai quitté définitivement le journalisme pour faire de la politique. Il y avait un certain nombre de choses qui ont été dites qui ne correspondaient pas à la trajectoire historique des élections au Sénégal, en tout cas à compter des années 90. La conclusion de base à laquelle aboutissaient un certain nombre d'analystes, d'ailleurs, beaucoup de confrères journalistes, mais également des hommes politiques et même des sachants, disaient en réalité qu'il y a une rupture fondamentale du consensus autour duquel le code électoral de 1992 a été bâti et construit. Et que l'auteur ou le fautif, c'était le président de la République. Je dis attention. Le code électoral de 1999 n'a été en fait consensuel que du point de vue de son adoption. Avec la formule devenue célèbre d'Abdou Diouf, je ne changerai pas une virgule, demander à l'Assemblée nationale d'adopter le code sans en changer une virgule, tel que la commission cellulaire nous l'a proposé. Et à partir de ce moment, tout le monde a considéré que le code était consensuel. J'ai dit oui, du point de la démarche qui a abouti à sa mise en place et du point de vue de son adoption. Mais le code est conflictuel depuis qu'il a été mis en œuvre pour la première fois en 1900. Chaque fois, rien que les refontes des fichiers électoraux au niveau de chaque élection. Et il ne faudrait pas que nous nous trompions d'objectif par rapport à ça. L'application d'un dispositif législatif, quel qu'il soit, le professeur de droit ne me démentira pas, est de nature à poser un certain nombre de problèmes que nous avons vécu pendant l'élection de 1993, comme je le montre. Ce postulat, les scientifiques disent souvent qu'on ne le démontre pas. Mais j'essaie d'apporter un certain nombre de faits qui peuvent étayer ce postulat de base. Le code n'a été consensuel que dans son adoption. Il ne l'est plus depuis son adoption. D'ailleurs, il y a une illusion de faire croire que le code est consensuel. Pourquoi? Parce qu'il n'est consensuel que quand l'opposition gagne. C'est fut le cas en 2000, c'est fut le cas en 2012. Mais à chaque fois que le pouvoir en place gagne, c'est des contestations. En 2007, vous vous rappelez, l'opposition n'a même pas participé à l'élection législative. Parce que simplement, en 2007, il y a eu des problèmes où on a accusé, en tout cas, je crois à tort, le président à l'époque d'avoir volé les élections. Honnêtement, je le dis, je l'ai écrit d'ailleurs à l'époque. Il avait gagné parce que simplement, il devait presque gagner. Il ne va pas les Sénégalais l'enlever du pouvoir, 7 ans avant lui avoir donné Il y a aussi la psychologie des Sénégalais. On peut, nous sommes un peu réfractaires au changement. Il faut vraiment que les gens en aient vraiment marre pour pouvoir, en général, faire des alternances. Dans toutes les démocraties, quasiment, en général, il y a toujours la prime du sortant qui gagne. Absolument. Voilà. Avant de passer la parole à mes camarades, pour entrer un peu dans les détails, il y a aussi quand vous avez un peu parlé plus ou moins du bilan du septennat, il y a la partie qui vous a beaucoup intéressé. Évidemment, c'était la partie de la culture, comme vous avez été ministre de la Culture. Donc, il y a beaucoup de projets culturels que vous avez mis en place. Mais depuis que vous n'êtes plus là, est-ce que vous pensez que ces projets vont aboutir? Non, je ne peux rien penser par rapport à ça. Je dois être honnête. Chacun conduit le département ministériel qu'on lui confie à sa manière et selon les directives du président de la République. Moi, j'avais conçu ces projets culturels. Il y en a beaucoup quand même. Je n'ai même pas dit conçu, j'avais élaboré les dispositifs et en train de travailler pour que cela devienne définitivement une politique d'ensemble. Je pense que j'avais la chance d'en avoir parlé avec le patron à l'époque, à l'occasion d'une cérémonie où on était en train d'inaugurer un musée à la mémoire de Lat Dior,
décret. Pensez à la suite de ça, voilà, bref. Mais chaque ministre a la responsabilité de son département, qu'on soit la politique qu'il met en place dans le cadre défini par le président de la République, ce qu'il va faire. Maintenant, je ne peux pas répondre à cette question-là. Je pense que vous pouvez inviter mon successeur. Je vais passer la parole à Aram. Bonjour, Monsieur Coulibaly. Bonjour. Je suis assez heureuse de partager avec vous ce plateau aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi. Je devais avoir 14 ou 15 ans lorsque j'ai lu Contes et mécontes de la Nossi. J'étais absolument fascinée par ce livre et par son auteur, ce journaliste d'investigation qui faisait trembler le pouvoir et dévoilait des secrets bien gardés. Je n'ai pas compris grand-chose à sa lecture, mais en tout cas, ça fait partie des vous avez fait partie des personnes qui ont fait naître chez moi le goût du journalisme, et pour ça, je vous remercie. Voilà, la suite de l'histoire, on la connaît, l'alternance, l'arrivée au pouvoir de Benno Bokk Yakaar, et là, vous vous ralliez au pouvoir. Donc, pour beaucoup, vous avez été en quelque sorte déchus, je dirais, parce qu'une part de l'opinion vous reproche d'avoir justement voulu tourner la page du journalisme d'investigation, du militantisme peut-être, et vous reproche donc d'avoir tourné le dos au peuple et d'être passé de voix du peuple à plume du pouvoir, comme paraphraser un des titres oui, de la presse. Donc, comment est-ce que vous répondez à ceux qui font cette remarque? Je vous répondrai par égard pour vous, mais j'ai tellement répondu à cette question-là. J'imagine. J'ai l'impression maintenant que je me justifie. Oui. Puis, vous savez, mes choix, ils m'appartiennent. Je n'ai pas à les justifier devant l'opinion. Je justifie mes choix par rapport à ma propre conscience et par rapport à ceux qui m'aiment et me veulent du bien. Mais ceux qui ne m'aiment pas ou ne me veulent pas du bien, c'est possible qu'il y en ait parce que nul n'est parfait dans la vie. Mais vous pouvez comprendre que parfois, une personne devient un personnage public et ne s'appartient plus à 100%. Mais je vais m'expliquer. Je suis en train d'expliquer. J'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup plu. Si vous continuez d'écouter tout le temps les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, vous ne bougerez pas dans la vie. Absolument. Moi, les écoute en prenant pour compte et pour mon propre compte leurs critiques qui, plutôt que de m'offenser, me compensent. Et au-delà de ça, je n'ai pas de considération particulière par rapport à ce qu'ils disent. Il y aura toujours dans la vie des gens qui parleront et d'autres qui vont agir. Quand j'étais du côté du peuple, comme vous le dites, et comme ils le disent, ce n'est pas toujours facile d'être du côté du peuple et de vous faire escorter par des policiers à longueur de journée. Pendant 6 mois, je l'ai vécu. D'être traîné au tribunal et de casquer des sommes d'argent, et jusqu'à présent, à titre personnel et individuel, je suis en train de payer une dette de plus de 40 millions pour ce que j'avais fait. Aucun Sénégalais n'est venu me dire, quand j'allais au tribunal, voilà 1 franc. J'ai l'habitude de dire que les Sénégalais, je ne peux pas avoir l'outrecuidance de dire qu'ils ne sont pas courageux. Ils sont très courageux. Mais ils adorent par contre déléguer leur combat à quelqu'un qui est en avant. Ils applaudissent et ils te trouvent au tournant comme un traître. Non, parce que vous avez... pas seulement les Sénégalais, parfois les gens reprochent aux Sénégalais ce qui est humain. Mais je parle parce que les hommes aiment les héros. Ça a toujours ils aiment les héros. Et le héros est souvent déchu parce qu'il ne pense pas de la même manière que toi et parce que simplement il a d'autres perspectives. Je ne me considère pas ni plus ni moins hier qu'aujourd'hui que je suis dans la trajectoire de ma propre liberté. Et cette liberté, je l'exerce à ma convenance. Les gens oublient. Ou ils font exprès d'oublier. Quand j'ai fini mon doctorat au Canada, j'étais professeur à l'université, entre guillemets. J'étais recruté du titre de maître assistant. J'aurais pu, comme tous les Sénégalais qui sont à l'université, continuer ce chemin. À un moment donné, après 10 ans, je suis allé voir le recteur, j'ai dit je m'en vais. J'ai été enseignant. Lui-même, j'ai eu le privilège de le recevoir alors qu'il était étudiant. Et aujourd'hui, voilà qu'il est devant moi et qu'il m'interroge. De partir parce que j'ai envie de partir. Et je ne crois pas que ceux qui me critiquent et ne sont pas dans le pouvoir sont moins patriotes que moi et que l'ensemble des gens qui sont embarqués aujourd'hui dans la majorité. C'est une vision très réductrice et une vision également qui s'attache à la posture des personnes, non pas à la pensée et aux idées qu'ils défendent. Et ça, c'est le propre même
de la nature des débats aujourd'hui. Ces débats l'entre-soi. Les gens avec qui vous êtes d'accord, c'est des héros, vous applaudissez. Ceux avec qui vous n'êtes pas d'accord, c'est des pestiférés. Je refuse de m'inscrire dans ces perspectives parce qu'elle n'est pas bonne pour un peuple. Elle n'est pas encore porteuse de progrès. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Je pourrais rajouter, parce que c'est vraiment le sujet, c'est un sujet important. D'ailleurs, je le salue au passage. Il a raison de dire qu'il y a 18 ans en arrière, quand j'étais inscrit en doctorat, j'ai préparé ma thèse. Je suis venu de voir au point E, il avait ses locaux. Il m'avait répondu à mes questions. Il m'avait aidé à écrire ma thèse, donc quelque part. Ce qu'il dit est vrai. Et là, je suis totalement d'accord. Parce que nous sommes dans une société où l'on procède à des engagements par procuration. Et on tend à confiner les intellectuels, les journalistes, les professeurs à un statut. On les met dans une case. Pour les désengager, il y a un processus de désengagement, de désistement, de dépolitisation de ces catégories-là, comme si ces gens n'avaient rien à faire en politique. Aujourd'hui, l'un de nos problèmes, c'est cette dépolitisation, cette prise de distance des intellectuels, des journalistes, des professeurs, de toute cette catégorie d'intellectuels qui auraient pu intervenir, qui auraient dû intervenir et qui ont pris leur distance par rapport à l'objet politique, qui font de la science pour la science ou de l'art pour l'art, au lieu de s'investir utilement à cette société. Donc, à ce niveau, je pense qu'on n'a rien à vous reprocher. Vous êtes totalement libre de vous engager politiquement et je pense que le débat devrait être posé en termes de réalisation, de posture, de ce qu'on a fait du Sénégal, des grands fondamentaux de la politique. Qu'est-ce qu'on a réalisé par rapport à notre société? Parler de citoyenneté, de démocratie, parler de toutes ces choses qui me semblent être très utiles et ne pas se focaliser peut-être sur sa personne. Je comprends ta question, j'avais prévu cette question pour mieux rebondir. Mais comme tu l'as posée, je te remercie. Et voilà. Pour en revenir au livre, je vais faire abstraction de la première et de la deuxième partie, où vous réglez quelques comptes, vous y critiquez avec beaucoup de finesse et d'intelligence et sans ménagement l'attitude inélégante parfois de certains candidats à l'annonce des résultats des présidentielles. Dans la troisième partie, vous faites pas un bilan, mais presque un bilan résolument positif des accomplissements du président Macky Sall lors de ce premier mandat. Et vous choisissez de ne souligner que les réussites. Ce qui en soi est une très bonne chose puisqu'on a tendance à ne se focaliser que sur le négatif et à ne parler que des manquements et des insuffisances. Vous êtes revenu entre autres sur la construction de nouvelles infrastructures routières, la fin des délestages, l'érection de la ville de Diamniadio, les avancées dans le secteur énergétique, minier et industriel. Voilà. Donc, après, lorsque vous promettez que cet ouvrage deviendra un classique, j'émets quelques réserves parce que je pense qu'un classique, c'est avant tout... Je vais tout de suite vous interrompre sur ça. Oui. La quatrième de couverture est rédigée par l'éditeur. Par l'éditeur. Il a toutes les raisons. Il a toutes les raisons de faire la publicité de son ouvrage. Il ne dira pas le contraire. Donc on ne peut pas vous le reprocher. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne vous engage pas quelque peu? Bien sûr, ça m'engage, mais je ne veux pas dire à l'éditeur, n'ayez pas des formules qui permettent la vente de mon livre. C'est peut-être pas très élégant de ma part, mais je reconnais que je n'ai pas rédigé la quatrième de couverture. Et même là, qu'est-ce qu'on appelle un classique? Un classique, c'est un document de référence par rapport à une situation dans laquelle on l'a décrit, tel que le livre est écrit. Je voudrais simplement qu'on regarde l'histoire éditoriale de notre pays pour regarder un livre qui est écrit sur la base de faits. Même si les faits que j'évoque sont des faits favorables à la posture dans laquelle je suis aujourd'hui, il n'empêche que la démarche éditoriale et la technique, la méthode utilisée, on ne le voit pas souvent. Elle est scientifique. D'accord. C'est des faits que je cite un à un et je déduis de ces faits des conclusions, des opinions qui me sont propres. Au moins, quand on va me contester, on va regarder les faits que je décris et on est mieux à même de les contester, de dire que ce n'est pas vrai ou c'est vrai. C'est la démarche en cela qu'il dit que c'est un classique de ce point de vue-là. Regardez toute la littérature là pour voir ce type d'écriture. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà. En fait, ce qui me fait dire ça, c'est que j'ai peur que ce livre, en fait, soit finalement
acheté et lu uniquement par ceux qui adhèrent déjà à vos idées, à votre posture, ou alors que vos détracteurs le lisent pour avoir matière à critiquer, parce qu'il faut dire qu'il est quand même assez élogieux. Et au risque de paraître théâtral, j'aimerais vous lire un extrait qui, je pense, illustre ce que j'essaie d'exprimer ici. Je crois avoir ainsi vécu, c'est la page 16, au cas où. Donc je crois avoir ainsi vécu de l'intérieur une extraordinaire expérience. J'ai assisté à l'enclenchement d'une intéressante dynamique dans la conduite du destin d'un peuple. Celle-ci a été d'abord engagée par la définition d'une nouvelle idée de développement. Elle a été poussée ensuite par une opérationnalisation intelligente de cette philosophie novatrice ayant comme socle une nouvelle approche qui a nécessité un bouleversement de la base conceptuelle des choses qui est le fruit d'un changement majeur de paradigme. C'est extrêmement flatteur et plein d'adjectifs. Et donc, est-ce que vous n'avez pas peur, au final, de ne prêcher que des convaincus? Non, je n'ai pas peur de prêcher que des convaincus parce que simplement c'est moi, j'exprime ma conviction. Quand je mets une idée en place, je la justifie. Et je la justifie par ce que je pense moi-même d'abord. Qu'on me reproche de penser les choses. Vous voyez, je ne parle pas d'une personne. Je parle de la mise en œuvre d'un processus politique qui est défini par une personne et qui est mise en œuvre par une équipe. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Je prends un exemple précis qui est dans le livre. Le PUDC. Vous avez lu sur la base d'une étude indépendante réalisée par l'Observatoire national de la parité au Sénégal. C'est à la page 142, je crois, si je peux vous aider. La page 142, je crois. Ces PUDC aujourd'hui, d'après l'étude qui a été faite, que je cite, qui n'est pas une étude du gouvernement, on dit, l'étude démontre que sur la base de la mise en place des forages et de l'allègement des travaux domestiques pour les femmes et des travaux champêtres, on en est arrivé à faire gagner à la femme rurale sénégalaise 30 jours de repos dans l'année. Ce n'est pas extraordinaire pour vous qui êtes femme. 30 jours de repos. La corvée de recherche d'eau potable, qui était de 3 heures par jour pour les femmes, est réduite à 1 heure. Je parle des femmes. Les chaînes de valeur telles qu'elles ont été reconstituées dans le monde rural, le maraîchage, l'horticulture, les productions fruitières, cela a permis le développement de moyens et de revenus pour les femmes et pour l'ensemble des personnes situées dans le monde rural. Ce n'est pas une révolution, ça? Est-ce qu'on peut en dire autant de la CMU avec des problèmes de remboursement qui se posent et que vous avez déjà souligné? Ça, c'est une autre dimension. C'est la dimension qui relève de la responsabilité de l'État et de ses capacités à faire face à des charges extrêmement lourdes, mais qui ne compromet pas jusqu'à présent les CMU. Et attention, à d'autres phénomènes que je ne veux pas développer, qui sont liés au comportement des acteurs, y compris les citoyens. Y compris les citoyens. Je vous dis, les gens qui sont dans les CMU. Ils abuseraient, les citoyens abuseraient de la CMU, certains, il y aurait des pratiques certains, pas et orthodoxes. des pratiques qui sont d'ailleurs courantes dans tous les systèmes d'assurance maladie, malheureusement. Vous savez, on a vécu ça en France, hein? Des gens qui donnent leur carte à des personnes qui n'y ont pas droit. Ça également, c'est des pratiques qu'il faut analyser bien et qu'il faut essayer de mettre sur la table. Mais également, les retards dans le paiement, liés parfois à des questions de trésorerie ou parfois liés à des questions de procédure administrative, malheureusement. Ça, c'est vrai, vous avez raison. Je ne le cache pas non plus. Mais voilà pourquoi je dis des choses comme ça. Moi, je suis un villageois. D'accord? J'ai mis une bourgade. J'habite une bourgade, il ne faut pas déconner. Sokone, c'est pas un Ouais, exactement, c'est une ville. À 3 km de chez moi, je ne pouvais pas y aller pendant l'hivernage. Aujourd'hui, il a été construit des boucles de pistes rurales qui ceinturent quasiment tout mon département. Je vais à n'importe quel pays, dans le village, dans le terroir, pendant l'hivernage. Vous savez, c'est des questions qu'on peut minimiser et qu'on ne peut pas saisir dans sa signification sociale et politique
quand nous sommes des privilégiés comme nous. Quand on vit dans les villes. Je vais donner enfin un dernier exemple pour dire ce que je vous dis, pourquoi je l'ai dit, et sur des faits. Les bourses familiales, c'est des personnes qui n'ont jamais eu de revenus équivalent à 50 000 francs l'année. Et il y a une tontine qui est née, que je connais dans un village du Lok, département de Foundiougne, où toutes les femmes qui reçoivent 25 000 francs à la sortie du bureau de poste, une quarantaine, se délaissent de 5 000 francs et mettent en place une cagnotte. Jusqu'à 250 000 francs, ils prennent, ils donnent à une parmi elles, qui commence à faire du maraîchage et qui en arrive aujourd'hui à être quasiment autonome. C'est des faits qui sont significatifs. D'abord, ça permet à la personne de comprendre que par elle-même, elle peut avancer dans sa vie et peut construire une vie. C'est des éléments comme ça, et qui ne sont pas liés nécessairement à la personne du président de la République, mais qui sont liés à une politique que j'explique. Pour finir, les îles du Saloum, c'est à peu près 23 lieux habités, sur plus d'une trentaine d'îles. Ces îles du Saloum, j'étais jeune. Les années 1963, je suis allé à l'école, je ne suis pas aujourd'hui. Je voyais des pirogues qui venaient amarrer au quai de Sokone pour chercher de l'eau, rentrer au fond des îles pour cueillir le flux d'eau à 25 francs, 50 francs, pour aller la revendre à 300 francs. Parce qu'il n'y avait pas de robinet, il n'y avait rien. Il n'y avait que l'ONG Caritas qui avait construit, mis en place 2 forages pour toutes les îles. Et les eaux sont devenues saumâtres depuis plus d'une vingtaine d'années. Et ces gens n'avaient d'eau quand ils venaient sur la terre ferme. Sur 2 coins du territoire national, à Tasset, une dizaine de forages a été mis en place. L'eau prise dans un tuyau qui va jusque dans les îles, à 120 km à l'intérieur des eaux. Et de Simon Dien, à la frontière de la Gambie, un autre tuyautage qui est allé dans les îles. Aujourd'hui, ils ont de l'eau. Depuis l'indépendance, ils n'avaient pas, madame. Vous comprenez, quand vous êtes face à des situations comme ça, il est vrai qu'il y a des questions qui restent à régler dans le pays. Mais si vous êtes face à une telle situation, et si vous l'avez vécu, la moindre des choses, c'est de pouvoir les décrire. Je suis ému. Ce n'est pas de l'admiration par rapport à une politique, mais je suis ému. Et cette émotion qui transparaît dans ce que j'ai dit. Merci. Ouais, monsieur. Donc, je continue tout à l'heure. Bon, je ne vais pas revenir pour encore vous remercier. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 18 ans, tout à l'heure, Aram a dit qu'il y a eu une histoire avec un ouvrage. Quand l'ouvrage, je pense, était censuré, moi, je me rappelle que je l'ai acheté dès que c'est sorti. Je me trouvais à Bordeaux, juste de passage. J'ai couru à la librairie. C'est vous dire qu'on vous apprécie beaucoup quand vous étiez journaliste. Ça ne va pas dire qu'on vous a déprécié aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de raisons parce que vous m'avez aidé beaucoup. Comme j'ai dit, je vous ai posé des questions. Vous étiez un journaliste très connu, de renommée, on va dire international, qui venait peut-être de recevoir un prix. Vous avez eu l'amabilité de me recevoir et de répondre aux questions que je voulais vous poser. J'étais d'autant plus content de le faire que vous êtes le petit frère d'un ami personnel, voilà, et d'une amie. Et vous l'avez fait spontanément, voilà, sans savoir que j'étais le frère de Oula. Oui, absolument. Voilà. Et ça m'avait touché. Mais ceci ne me dédonnera pas aujourd'hui, ne m'empêchera pas aujourd'hui peut-être de soulever des questions qui fâchent, sans vouloir vous fâcher. Non, mais pas du tout. Donc voilà, on a tout ça pour dire qu'on a une histoire avec vous. Tout à l'heure, ce qu'on disait par rapport à l'écriture. Aline Ndiaye l'a dit, vous avez ce don de l'écriture, effectivement. Il n'y a pas de faute qu'on voit, l'écriture est fluide, on lit facilement. Tout à l'heure, Aram l'a soulevé. À un moment, on s'est dit que c'est un bilan, c'est un ouvrage de témoignage, parce que témoin de l'histoire, voilà, qui vient encore réaffirmer son engagement politique, pas se justifier, mais réaffirmer les raisons, alors bien justifiées, pour lesquelles vous avez pensé à un moment qu'il ne fallait plus seulement faire du journalisme pour du journalisme, même s'il faisait du très bon journalisme, mais qu'il fallait être utile à votre société. Avez-vous eu le sentiment, avec cette expérience dans l'arène politique, que vous avez été aujourd'hui, ou que vous êtes aujourd'hui, beaucoup plus utile, ou que vous avez été utile à votre patrie? Non, pas du tout, mais absolument pas du tout. Je considère pour ma part que j'ai été utile dans un secteur à un moment donné de ma vie, je crois. Si j'en juge d'ailleurs par tous les reproches qui me sont faits aujourd'hui d'avoir quitté le journalisme pour aller, je considère que, oui, les gens ne sont pas nécessairement méchants avec moi. C'est au contraire une façon de me célébrer, de célébrer le travail que j'ai fait.
Je les remercie d'ailleurs. De façon inconsciente, les gens, même parfois de façon inconsciente, ils ont besoin, comme vous l'avez dit, de héros. Ils veulent avoir des gens qui s'engagent, ils veulent avoir des gens qui sont sur le terrain, ils pensent que ça. Mais chaque individu apprécie à un moment donné ce dont il est capable de faire. J'ai fait ce journalisme à l'âge de... Après ma thèse de doctorat, j'ai commencé à l'âge de 26 ans. Je suis resté quasiment 30 ans. Pour moi, j'ai épuisé tous mes ressorts en matière de journalisme. Voilà. Et je suis parti. Et ce livre, vous avez raison également de dire un témoignage. Je le dis d'ailleurs pour deux raisons. La première raison, c'est que je ne conçois pas l'engagement dans le silence. Pour moi, un engagement n'en est pas un si vous le faites dans le silence. Je ne m'engage pas dans le soutien d'un homme, mais je m'engage dans la conduite d'une action globale à la tête de laquelle se trouve un homme et une vision. Et je le revendique. Mais l'engagement dont je fais preuve ici, c'est par rapport à moi ce que j'ai décidé de faire dans ma vie, et je l'assume. Deuxièmement, vous savez, l'histoire d'un pays, quand elle est écrite, malheureusement, c'est cette seule histoire qui compte. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la formidable expérience de rédaction de l'histoire du Sénégal, l'histoire générale du Sénégal. Les controverses que ça a soulevées. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont des mémorialistes, tenant d'une certaine approche de l'histoire, qu'ils pensent qu'il suffit de donner une parole parce qu'elle a été dite pendant des siècles, qu'elle est vraie. Et du coup, le vrai travail des scientifiques a tendance à être minimisé, à être déconsidéré, ce qui n'est pas juste. Et il faudrait... Comme on disait la semaine dernière, on confond l'histoire et l'épopée. Exactement. Dès qu'on a fini de faire la géographie d'une personne dans ce pays, vous-même scientifique, vous n'avez plus le droit de remettre en cause cette géographie-là. Ce n'est pas normal. Et je témoigne pour que dans 50 ans, j'aurai des petits-enfants, je serai l'agnel d'une lignée. Mes petits-enfants, quand quelqu'un donnera sa version des faits sur ce que j'ai vécu, qu'ils puissent aller consulter l'ouvrage de leur aïeul pour dire voilà ce qu'en pensait mon aïeul et avoir des arguments. C'est important pour moi. Sauf qu'attention aussi, l'histoire, quand elle est écrite par le pouvoir, peut être une histoire falsifiée. Il y a ce qu'on appelle la rhétorique de l'optimisme officiel. Quand le pouvoir communique de manière très positive, je ne dis pas que vous le faites, mais l'histoire écrite par le pouvoir, l'histoire officielle peut ne pas correspondre avec l'histoire telle qu'elle a été vécue. Il y a quelqu'un qui a dit vérité, vérité en deçà des Pyrénées, fausseté au-delà des Pyrénées. Même c'est l'historien qui écrit. L'histoire n'est pas une science exacte. Non. La preuve, est-ce que l'histoire qui est écrite sur l'Afrique par les colons est vraie? C'est faux. Voilà, il ne faut pas être absolu. C'est pas moi ce que j'écris aujourd'hui. Les témoins d'aujourd'hui peuvent aller le vérifier. Je n'ai aucune prétention de dire que les faits qui sont là, personne ne peut les contester. Mes opinions peuvent être contestées. Mais les faits que je rapporte sur la base desquels j'assois mon opinion, ils sont incontestables. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est que les gens qui ont dit que l'histoire elle est écrite par le pouvoir et elle est falsifiée pourront eux-mêmes aller voir d'autres sources, mais ils viendront également voir cette source-là. Et c'est ça l'intérêt. Ouais. L'histoire n'est pas une vérité absolue. Non, non, tout est relatif. Il faut tout, voilà, tout est relatif. Donc moi, j'ai besoin de parler, en tout cas de ma part, de ma version des faits. Elle est là. Ouais. J'ai envie aussi de vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'un septennat bien rempli? Est-ce à dire que le président de la République a fait tout ce qu'il y avait à faire? Comme c'est bien rempli, je vous prends au mot, au sens premier du terme, ou est-ce que ça veut dire autre chose? Vous avez bien lu les livres où j'ai pris la proposition de dire, oui, allez-y. Et d'autant plus que, oui, les livres, là, vous avez 4 parties. La deuxième partie, vous parlez des résultats qui illustrent un septennat bien rempli. Oui. Et vous mettez les marqueurs saillants du septennat, les transformations structurelles, tout ça, oui, dans les marqueurs dans la troisième partie. Alors moi, je me pose la question, si le mandat est bien rempli, pourquoi n'avoir pas traité les marqueurs saillants qui ont marqué ce septennat, qui méritent? Non, je les ai traités au contraire. À la troisième partie, oui, distinctement, c'est-à-dire, je reprends, oui, deuxième partie, vous marquez comme titre les résultats qui illustrent un septennat bien rempli. Oui. Les marqueurs saillants ne font pas partie. Les marqueurs saillants qui sont traités dans la troisième partie. C'est juste une démarche méthodologique. Ça veut dire qu'il aurait pu mettre une présentation globale, mais dans cette présentation globale,
j'extrais un certain nombre d'éléments qui peuvent frapper les esprits. C'est cette extraction-là, c'est cet extrait-là qui me pose problème. Parce que cet extrait ne fait pas partie, je vous dis tout de suite, ça ne fait pas partie des résultats que l'enseignement a bien Si rempli. vous lisez, il y a bien des phrases de raccord, il y a également très bien des justificatifs qui permettent au lecteur de comprendre pourquoi ce choix-là. Parce que pour moi, c'est des marqueurs saillants, parce qu'ils interviennent dans des domaines sociaux particuliers qu'on a tendance à oublier parfois. Par exemple, lesquels? On vient de parler Énormément des par là. CMU. Les fermes ANIDA, la couverture maladie universelle, etc. C'est quand même marquant. C'est des choses qui sont très marquantes, qui n'existent pas au Sénégal. Figurez-vous, quand le président est arrivé au pouvoir, moins de 20% des Sénégalais avaient une couverture maladie. Moins de 20%. À peine 25% peut-être. Plus. Et c'est les fonctionnaires, les gens qui ont boulot. Et même parmi les gens qui travaillent dans le privé... quand même, parce qu'elle n'est pas encore universelle, la couverture. Ouais, c'est le principe de l'universalité. Il ne faut pas confondre le principe et l'opérationnalisation, le processus qui va mener à l'universalité. Parce qu'à l'époque, c'était comme établi quelque part que n'avait droit à une couverture maladie que ceux qui avaient un emploi formel. Et ceux qui n'en avaient pas, n'y avaient pas droit. Le caractère universel repose sur l'idée selon laquelle tout le monde peut y accéder maintenant et doit y accéder. À la fois le pouvoir et les devoirs. Et c'est extrêmement important. Voilà en quoi il est universel. Maintenant, ce que vous dites, les marqueurs saillants, c'est un coup de cœur pour moi-même. Je l'ai expliqué tout à l'heure à madame. Parce que la trajectoire d'un homme, elle détermine bien souvent ses prises de position. Le déterminisme social, il est fondamental. Vous êtes professeur, vous savez de quoi je parle. Je suis déterminé par mon origine sociale, d'enfant rural. Je suis déterminé également par mes fréquentes représentations dans les villages. Quand vous arrivez dans un village, tout le village se met devant vous et vous demande l'électricité, l'eau, un centre de santé. Vous ne pouvez pas être insensible à ça. Vous devenez même prisonnier de ces demandes-là. Pourquoi les gens de la ville devraient avoir l'électricité et l'eau et les autres non? Je vais raconter très rapidement une anecdote qui pourra servir de réponse. J'étais en conseil des ministres un jour. Le ministre de l'Hydraulique a fait un excellent travail de présentation au conseil. Pour expliquer au conseil, il fallait à peu près 100 à 110 milliards pour résorber le gap d'eau de 70 000 mètres cubes d'eau jour à Dakar. Et elle a fait un procédure, un timing qui nous amenait vers un délai bien précis. Après avoir fait l'exposé, le président l'a regardé, il a félicité. Je ne travaillais pas en secret de libération. Pour dire, je suis bien content qu'on me parle de ceux qui ont déjà l'eau, mais en voudraient à suffisance. Mais vous ne m'avez pas parlé de ceux qui n'en ont pas. Et c'est ça ma préoccupation. En citant les huiles du Saloum, en citant également d'autres contrées du pays. Pour moi, cette vision, c'est ça qui m'a frappé. Et c'est ça qui m'a plu. À dire ceux qui en ont, il y a une disparité, c'est vrai. Il y en a qui n'en ont pas. Mais je voudrais quand même qu'on soit plus réaliste. Et qu'on soit plus focalisé sur l'équité sociale. En quoi faisant? Les 120 milliards que vous réservez à Dakar, on prendra aujourd'hui tant de milliards pour les zones rurales. Et Dakar sera alimenté selon un processus qui va aller jusqu'à quel temps. Et ça qui est normal, parce qu'ils en ont par jour, mais ils n'en ont pas suffisamment. Et ça, c'est l'équité sociale. Toutes ces politiques que je cite, qui sont dans le document, ce sont des politiques qui sont conçues dans la perspective de mieux réussir ce qu'on appelle l'équité sociale, ce qui est une rupture par rapport à ce qui a été fait, mais également par rapport à ce qu'on appelle l'équité territoriale, qui postule l'une et l'autre quasiment la même chose. Ici, la zone géographique, là-bas, la situation sociale des gens. Vous savez, Ibrahima, c'est ça que j'appelle rupture. La rupture n'est pas simplement dans l'idée de dire, quand on interdit encore des marches à Dakar, ce n'est pas une rupture, je peux bien l'accepter, je peux bien le comprendre, je suis un démocrate. Mais quand on oublie de citer
ce travail systématique en profondeur, tendant à faire en sorte qu'il y ait plus d'équité, qu'il y ait moins de déséquilibre sur le territoire, on est en train quand même de régler un problème. Voilà. Mais je pense que quand les gens souvent expriment leur déception, c'est par rapport aux attentes. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Je Absolument, pense que ça, on n'a pas de problème. Quelque part, vous avez raison. Personne ne peut nier, parce que nous sommes dans une république, dans un État qui se caractérise par une continuité de l'administration. Et forcément, depuis Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, il y a eu une continuité de l'État, des politiques publiques. Chaque président est arrivé et un autre a poursuivi une œuvre déjà peut-être entamée par son prédécesseur. Et c'est normal. Aujourd'hui, qui peut aujourd'hui, quand je circule, quand je vais à Saint-Louis, je prends Ila Touba, je me dis effectivement, il y a quelque chose qui est là. VDN, je vois des travaux, on dit bravo. Maintenant, bravo, entre guillemets, quelque part, on se dit, est-ce qu'on a réfléchi en termes de priorité? Et là, on soulève un certain nombre de questions ou de reproches que les gens peuvent objecter au pouvoir en leur disant, écoutez, en termes de priorité, est-ce qu'il était plus pertinent d'investir sur une autoroute, sur des infrastructures, plutôt que d'investir dans le monde de la santé? Aujourd'hui, l'actualité nous rattrape et nous montre qu'un certain nombre de choses n'ont pas peut-être été réalisées comme il le fallait dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la distribution de l'eau, etc., etc. Et donc, est-ce que vous comprenez ces reproches qui peuvent être totalement fondés? Je ne parle même pas des reproches institutionnels qui sont assez... J'ai dit au départ que ceux qui nous critiquent ne nous offensent pas, au contraire, ils nous compensent. Je dis que toutes les critiques sont les bienvenues, sauf, je voudrais m'attarder sur une question, la priorité. Ceux qui disent que l'autoroute Ila Touba n'est pas une priorité, ils se trompent doublement. Un exemple. Oui, moi, mais je l'emprunte et ça me rend beaucoup de service. Non, mais parce que je sais qu'il le dit. On viendra sur le terre si vous voulez bien. Est-ce que la route, moi, je faisais 8 heures de temps. Est-ce que la route de Kaolack n'était pas plus urgente? Depuis quand vous n'êtes pas allé à Kaolack? La route de Kaolack est faite depuis plus de 3 ans. Non, mais l'autoroute, je veux dire, la route de Kaolack, moi, je mets toujours autant de temps pour aller à Kaolack. C'est une erreur d'appréciation. Ila Touba est une dorsale. Et la dorsale qui diffuse le mieux et le plus dans l'ensemble du territoire national. Cette dorsale, vous saisissez le nord, le sud et l'ouest. Non, mais la route de Kaolack est une transnationale. Bon, vous le savez beaucoup mieux que moi. Mais elle n'alimente pas le nord. Mais elle va à... Non, il faut pas. Non, mais je vous rapporte. Ziguinchor, elle va mais je en vous Gambie, rapporte. Je vous rapporte. Au Mali, elle va en Guinée. Mais je vous rapporte des faits d'analyse, de projet, et de voir quel est le projet qui va diffuser le mieux sur le territoire national. Même côté rentabilité, je veux dire, même sur le plan économique pur et simple, la route de Kaolack serait beaucoup plus rentable. C'est encore plus rentable. Non, absolument pas du tout. La route de Kaolack est réglée même par cette route-là. Tous les gens qui veulent aller à Kaolack, en l'espace de 2 heures de temps, ils prennent Ila Touba. Non, pas du tout. Vous allez jusqu'à Bambey, vous allez jusqu'à Diourbel, vous sortez, vous allez à Kaolack. En 1 heure de temps. En 1 heure de temps. Alors, il faudrait que l'analyse soit beaucoup plus élaborée par rapport à ces questions-là. Ila Touba, ce n'est pas nécessairement la seule question de l'emplacement et du lieu. C'est une question de calcul et de mathématiques opérationnelles par rapport au choix qui est fait. Maintenant, chacun peut contester un choix. Il peut avoir toujours des arguments. Kaolack, vous avez vu, la deuxième autoroute du pays de cette envergure, c'est Kaolack, qui est déjà en chantier. Ça veut dire simplement que l'autoroute Ila Touba diffuse vers le sud, diffuse vers l'ouest, diffuse vers le nord et le centre. Est-ce qu'on peut dire ça de l'autoroute de Kaolack? La réponse est non. Et pour le terre, parce que parlons toujours en termes de choix de politique publique. Si d'accord. Pour le terre, est-ce que l'axe Bamako-Dakar n'était pas une priorité par rapport au terre? Mais je vais répondre. L'axe Bamako-Dakar, vous parlez des exportations de la marchandise. D'abord, la quasi-totalité du transport international de marchandises est fait à 90% par les ports. Par les ports. Les gens parlent souvent du chemin de fer sans pour autant le rapporter fondamentalement à un point économique. 90% du transport venant du Sénégal et qui, à partir du Sénégal, diffuse vers le Mali, et ça vient des ports. Nos ports sont fonctionnels. Et en plus de nos exportations. Les autoroutes maliens empruntent le flux des mais vous n'allez pas, je suis désolé, dans la planification, privilégier le transport international qui n'est pas le nôtre. Vous êtes dans les éléments d'intégration régionale. Ce qui est important.
Mais vous n'allez pas privilégier... Le désenclavement aussi. Le désenclavement. Désenclavement de quoi? D'abord, la route a désenclavé tout l'ouest du pays. C'est plus rapide que le chemin de fer. C'est moins coûteux pour l'instant. Parce que quand on construit le chemin de fer, ce que je vous dis, oui. Oui, mais le rail est beaucoup moins coûteux en termes de. Oui, mais en termes de rail est beaucoup moins coûteux aujourd'hui. Encore faudrait-il que le rail soit construit. Oui, évidemment. Deuxièmement, la ligne Bamako-Dakar est une ligne internationale qui doit être engagée et construite par 2 gouvernements. Par les États. Aujourd'hui, non, pas les 2 gouvernements. C'est important. Par les Je ne vais deux pas dans États, les c'est ce que détails de toutes les difficultés qu'il y a eu à s'entendre sur l'écartement de ce rail-là entre le Sénégal et le Mali. Toutes les difficultés. Ce pays négocié avec tel, avec un écartement métrique, les autres avec un écartement standard, ce n'était pas une question facile. Et le gouvernement l'a trouvé dans un lambeau total. Total. Toujours en Maintenant, le termes- terre. Il n'échappe à aucun esprit rationnel que d'ici l'an 2035, l'agglomération de Dakar sera à 8 millions d'habitants. Si vous considérez sur les 8 millions, 500 000 personnes ont un véhicule, ça veut dire que pour quitter votre maison, pour venir ici, vous ferez plus de 3 heures de temps. D'où la question, Diamniadio était-il un bon choix pour constituer un pôle de développement? Est-ce qu'il ne fallait pas aller plus loin pour qu'on ne se retrouve pas à 10 millions dans les années à venir? Dakar va être invivable. Vous savez, on l'a quand même tenté, ce n'est pas la première expérience. L'Ompoul a été choisi pour le... Ne serait-ce que Thiès, je pense Thiès, que- aller plus loin, mais... Mais ce que vous oubliez, Diamniadio va rattacher Thiès bientôt. Ce sera un mégalopole. Exactement. Il faut comprendre qu'il faut d'abord faire respirer Dakar. En installant la population ailleurs qu'à Dakar, et qu'est-ce que ça va se passer? Entre Mbour, Sali Portugal, Thiès et la commune de Nias, comme les communes de Tassé et autres, bientôt les Sénégalais vont y habiter, les Dakarois. On habitera moins Dakar. Qu'est-ce que ça aurait pu être? Si vous l'amenez à Lompoul, vous avez plus de distance de kilomètres à faire pour établir un chemin de fer rapide. Vous l'installez à Diamniadio, vous sortez les populations de Dakar, vous les mettez en dehors de Dakar. Et vous commencez à diffuser vers l'intérieur du pays. Voilà pourquoi à la fois des infrastructures économiques de très grandes envergures, le terminal des conteneurs des gros porteurs, le centre d'exposition, le marché d'intérêt national, l'arène, etc. C'est une conception globale pour un mode de développement en termes de désenclavement. Quelle a été l'erreur qui a été commise dans notre pays du point de vue urbanisme et aménagement du territoire? On a pu, dans les années 60, déguerpir tout cet allée-là centenaire, Kipkoko, Almenkou, pour constituer une chaîne dortoirs qui encercle Dakar et qui envahit totalement la ville. Si vous allez en Mauritanie, qu'est-ce qui a été fait? Une grande ville a été construite à côté de l'ancienne de la Médina, avec des artères qui correspondent au statut auquel Rabat Saleh, c'est la même chose. Nous, on avait une option qui n'était pas la bonne. Et qu'est-ce qu'il y avait derrière? C'est que le chansonnier Pacheco disait, en l'an 2000, Dakar sera comme Paris. C'est ce que vous appelez Dakar les n'est pas- erreurs fatales du passé. Oui. Mais ces erreurs fatales du passé, et c'est la dernière question. non, parce que là, on est J'ai vraiment au bout, franchement, là, c'est ouais. important. Les erreurs fatales du passé, on se pose des questions. Est-ce que ces erreurs fatales du passé ont été totalement corrigées? Aujourd'hui, est-ce que, puisque vous parlez de paradigme, est-ce que le paradigme, ce ne serait pas de retrouver le paradigme qui est à l'origine même de l'organisation politique des sociétés? Comment organiser le vivre ensemble, faire société, créer une dynamique, encourager la citoyenneté. Hier, on a vu ce qui s'est passé avec le virus, tout ça, etc. Comment certains citoyens ont défié l'autorité. On se pose des questions. Qu'est-ce qu'on a fait de la citoyenneté dans ce pays, de l'autorité de l'État dans ce pays, etc. Est-ce que ce ne sont pas des questions aussi fondamentales ou les erreurs du passé Moi, aussi? j'avais des questions, mais après, j'aurais plus le temps. Voilà, il va répondre. mais vous savez, vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé au début. Vous refusez l'absolutisme. Il faut relativiser. Il y a combien de citoyens qui ont défié l'ordre public? Une extrême faible minorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'analyse doit être relative. Mais sauf que... Il y a quand même, dans le contexte où nous sommes, des gens qui ont pris conscience de la situation sont restés chez eux, qui respectent la loi, comme toi et comme moi. Il est vrai, il y a toujours un résidu de citoyens qui n'ont pas encore compris les enjeux.
Et d'ailleurs, si vous regardez, c'est les jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce que le jeune est objectivement ou subjectivement conçu pour contester l'autorité et l'ordre. Est-ce qu'il n'y a pas une crise de la citoyenneté, beaucoup plus profonde crise de la citoyenneté? L'abstentionnisme électoral. Les grands théoriciens du postmodernisme le disent très bien. Et il y a ça. C'est vrai, le Sénégal n'échappe pas, même si on n'est pas encore un pays développé. Les incivilités, Ah les oui. insécurités, Mais ça, tout ce qu'on vit au quotidien. Ça, c'est pas la responsabilité du gouvernement, oui, mais elle commence par où? Elle commence par la maison. Quand on met en congé les jeunes, le père de famille qui est chez lui n'est pas capable de retenir à la maison les jeunes. C'est une responsabilité partagée. Et le risque chez nous, c'est de croire que c'est une responsabilité exclusive en dédouanant les familles et en pensant qu'ils ont raison de laisser leurs enfants dehors. Je ne dis pas que c'est ce que vous pensez. Pas du tout. Vous pensez en privilégié. Vous nous reprochez tout à l'heure de penser en privilégié, mais il y a des maisons qui sont vraiment tellement exiguës que les gens ne peuvent pas rester tout le temps. Le couvre-feu au Sénégal, ça ne demande pas de rester confiné dans le truc. Si vous êtes devant votre maison, quel est le problème? Juste pour terminer, parce que là, on arrive à la fin, c'était juste peut-être quelques petits reproches ou bien des questions, parce que on vous a toujours connu quand vous étiez, même quand vous sortez des brûlots, vraiment que tout le monde attendait, mais vous avez toujours eu une certaine retenue. Vous avez toujours été vraiment dans ce qu'on appelle le doute méthodique. Vous n'affirmez pas les choses de manière catégorique. Mais là, je vous ai senti un peu plus péremptoire. Je ne sais pas si... Qu'est-ce qui a changé par rapport à... parfois, ça frise certains jugements de valeur. Hein, je parle des personnes. Quoi. Tu as raison. Vous n'avez jamais fait ça. Vous ne ménagez ni Abdoul Mbaye, ni Sonko, encore moins Idrissa Seck. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Rien ne s'est passé. Si Abdoul Mbaye, vous êtes gentil avec moi, vous direz, je cite Abdoul Mbaye. Voilà ce qu'il a dit. Jamais. Il y a des jugements de valeur quand même. Non, attendez, je justifie. C'était un jugement de valeur. J'ai dit, Abdoul Mbaye a dit, moi, j'avais été trompé. J'ai signé le décret sans le savoir. C'est pour ça peut-être. Non, mais attends, je vous dis. Non, parce que vous dites que vous êtes péremptoire. Je juge l'acte qui est posé, les raisonnements qui sont posés. Non, mais quand vous dites cet homme caractériel joue souvent à l'enfant gâté, éternellement pris en charge et materné, vraiment, là, c'est un jugement de valeur. Oui, mais ça, je veux dire, c'est pas... Attends. L'histoire le rattrape avec cette âne. Bon, de la crédibilité et de la moralité. Oui, mais il y en a aussi pour d'autres. Voilà. Mais oui. Eux-mêmes. C'est seulement le changement, quoi. Je me dis que... Non, mais attendez. Eux-mêmes. Je n'ai même pas cité tout ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas une question de crédibilité. Quel est le jugement de valeur? Vous êtes Premier ministre. Vous signez un document, vous sortez pour dire comment tromper. Il y a un problème de crédibilité ou non? Je sais mais tout ça peut arriver. Hein. Mais juste pour parce que... Vous connaissez la procédure. On me dit que vraiment... La procédure, c'est quoi? À la page, vous expliquez. Un ministre prépare, il envoie au secrétaire général du gouvernement. Est-ce que le Premier ministre ne découvre pas cet envoi? Non, mais là, on n'aura pas le temps de rentrer tout ça. Moi, c'était juste pour signaler. C'est ce qui est arrivé. Il ne doit pas. Il a découvert au moment même. C'est ça la question de crédibilité. À qui la faute? C'est ça là. Ibrahim, si on entre là, on ne va pas s'en sortir. Quand vous engagez votre responsabilité, il y a une faute. Vous n'avez pas de culpabilité. Vous êtes juriste. Entre la responsabilité et la culpabilité, il y a deux choses à faire. C'est pas la même chose. On va juste terminer avec le fait que... Pourquoi j'en ai parlé, c'est que parfois, peut-être, ça vous a poussé à commettre peut-être quelques petites erreurs par rapport à la chronologie. Parce que quand vous dites que M. Idrissa Seck était le chargé de la campagne d'Abdoulaye Wade en 93, c'était en 88. En 93, c'était Ousmane Ngom. Et vous avez fait le parallélisme entre ce qu'il a dit en 2019 et que voilà, il voulait répéter ce qu'il avait fait en 93, alors qu'en 93, il n'était pas au niveau des élections. Et ça, je pense, vous le savez, parce que vous avez... Idrissa Seck était en plein au niveau des trucs. Vous vous souvenez? C'est lui-même qui a dit que la bretelle d'Abdoulaye Wade, à l'époque, c'est lui. Non, ça c'était en l'an 2000, l'histoire des bretelles. Non, pas du tout. Mais en 93, même quand je relis votre livre sur les problèmes qu'il y a eu lors des élections de 93, vous-même, vous avez vu, dans tout votre livre, vous n'avez cité aucunement. Il n'a jamais été interpellé lors des... Ça, c'est 88. Non, je parle 88. Je parle de l'assassinat de Metsei. Oui. Cet événement-là, il n'a jamais été interpellé. Parce qu'il n'a jamais dit... Mais parce qu'il n'était pas là.
Mais en 93, vous savez que c'était... Est-ce que vous savez que c'est Ousmane Ngom qui était qui a dirigé la campagne? En 93, oui. Idrissa Seck a dirigé la campagne de 88. Vous faites erreur sur la place d'Idrissa Seck dans l'avènement de 1893. C'est une erreur. La conférence de presse dont je parle, c'est lui qui l'a animée. Actif. C'est après qu'il y a eu des problèmes. Ousmane Ngom est parti. Tous ces éléments étaient là. Idrissa a joué un rôle fondamental. Je raconte le vendredi qui précède le dimanche, oui. On a prié ensemble. Ça, c'était en l'an 2000. Oui, c'est en l'an 2000, je sais. Mais en 93, Idrissa était bien présent et très, très bien présent. Je vous concède, sans aucun doute, il faut que je vérifie que Ousmane Ngom, je vous le concède. On aura le temps de... Parce qu'il a développé beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est un excellent ouvrage que vraiment, nous conseillons à tout le monde, vraiment, c'est un gros livre, mais qui se lit facilement. Je le conseille à tout le monde. C'est édité aux éditions Les Points sur le i. Sénégal, l'histoire en marche. Après un septennat bien rempli, un quinquennat face aux défis de l'avenir. Monsieur Abdou Latif Coulibaly, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. C'est à moi tout le plaisir. Et d'ailleurs, j'aurais souhaité qu'on ait commencé par les critiques. C'était... Mais bon. D'ailleurs, vous avez juste commencé par ça, d'ailleurs, par madame. C'est vrai. Juste pour terminer, parce que vous avez parlé du colonel Didier Bampassi. Je voulais vraiment profiter de cette occasion. Il nous a quittés le dimanche passé pour présenter toutes mes condoléances à toute sa famille. Exactement. Et en particulier à ma camarade de jeu d'enfant, madame l'ambassadrice Viviane Lo, Elisabeth Bampassi. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Mais c'est parfait. Beaucoup apprécié. Nous allons continuer cette émission en recevant une icône du paysage audiovisuel sénégalais. Elle est actuellement chef de l'unité stock et acquisition de la RTS, ainsi que la présentatrice de l'émission Tam Tam sur la RTS2. Elle vient nous parler ce soir de son association Vision Sociale Sénégal, dont elle est la présidente. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Yakham Thiam. Bonsoir Yakham. Ça va, vous allez bien? Ça va et vous-même? Merci beaucoup. On est très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Le plaisir est vraiment bien partagé. Vous n'êtes plus à présenter maintenant tout le monde. Comme je dis, vous êtes une icône du paysage visuel sénégalais depuis fort longtemps. Je pense que même les Arabes, peut-être, elles n'étaient pas encore... Je crois un peu. Elles étaient encore très très jeunes lorsque vous étiez à la télévision. Exactement. Mais ce soir, vous venez surtout nous parler de votre association Vision Sociale Sénégal. Absolument. C'est quoi exactement Vision Sociale Sénégal? Alors j'aimerais d'abord, avant de parler de mon association, déjà vous dire bonjour et dire bonjour aux Sénégalais et à tous qui nous regardent et lancer un message d'espoir en ce moment où tout le monde est très paniqué. Alors comme pour dire que c'est vrai la vie, on a très souvent des petits soucis et que la vie elle est belle. On rencontre souvent des épines ou alors des roses, comme dirait quelqu'un. Mais je pense que c'est le moment actuellement des épines et il faut se dire que les roses reviendront. Donc c'est vraiment un message d'espoir que je lance à tout le monde. Et comme pour dire, on respecte tout ce qui est consigne et on va prier tous ensemble pour que ce coronavirus disparaisse complètement du monde, tout simplement. Voilà. Alors, pour parler de l'association Vision Sociale Sénégal, alors comme vous le savez, je suis à la RTS depuis 1994. Donc, c'est avec justement ces auditeurs de Dakar FM. Nous sommes retrouvés 25 ans après pour nous dire que c'est vrai, ils ont été des auditeurs, on a été à la radio, on a fait des choses, mais il est temps vraiment d'asseoir quelque chose, un projet pour aider les démunis et surtout les enfants. Donc, c'est pour ça que nous avons créé cette association en juillet. Ça ne fait pas encore un an. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de bruit. Non, on a fait beaucoup de bruit, tout simplement parce qu'on a vraiment fait des choses. Et donc, voilà, on en est au stade maintenant de continuer les projets, parce que nous avons un plan d'action pour 2020. Nous allons continuer les projets et bon, c'est vrai qu'actuellement, c'est un peu difficile avec le semblant de confinement qu'il y a un peu partout, mais nous allons essayer quand même de travailler, télétravail, comme on dit, pour faire avancer les choses. Aram? Merci d'être là. C'est vrai. J'aimerais savoir
quelle est la cible de vos actions et pourquoi avoir choisi cette cible en particulier? Alors, les cibles, c'est, comme j'ai dit, les démunis, mais en particulier les enfants et les femmes, et surtout les enfants malades. Alors, je dis les enfants parce que j'ai quand même une histoire avec les orphelins. Ça, je pense que je l'avais dit lors de votre émission Access Média. Ça m'a fait pleurer d'ailleurs. Alors, non, cette fois-ci, ça va. Je vais essayer de me retenir. Moi-même, orpheline, je pense que je suis quand même bien placée pour savoir que, même si je n'ai pas été orpheline avec beaucoup de souffrance, parce que quand même les moyens étaient là, qu'il y a des orphelinats qu'il faut absolument aider. Donc je pense que nous sommes vraiment axés là-dessus pour essayer d'aider les orphelinats. Quoique, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, pas seulement à Dakar, il y en a beaucoup au Sénégal. Et autre chose, les enfants malades. Pourquoi? Parce que je ne me rappelle plus j'avais quel âge encore. J'ai perdu une petite sœur qui s'appelait Issa Cham, donc qui était atteinte de cancer du sang. Alors, elle était soignée au niveau de l'hôpital principal de Dakar. Mais bon, comme les diagnostics se font maintenant très, très rares, on ne les fait presque pas, on l'a su un peu trop tard. Alors, on a voulu même l'emmener en France, mais ce n'était pas possible parce que bon, le médecin a carrément dit à papa que vous reviendrez quand même avec un cercueil parce que c'était trop tard. Donc, et nous, au niveau de l'hôpital principal de Dakar, c'est vrai qu'on avait des heures pour aller la voir. Donc, on était obligés de passer la journée carrément dehors avec maman et les autres parents qui étaient là. Et donc moi, je me suis dit qu'une fois grande, je vais essayer de voir comment faire pour construire, parce que c'est un grand projet que j'ai quand même, construire un hôpital parents-enfants atteints de cancer ou parents-enfants malades tout simplement. Parce que les enfants, quand ils sont malades à un certain stade, ils ont besoin de l'affection des parents qui ne peuvent pas y accéder, problème de place ou problème de je ne sais quoi. Donc je me suis dit, on va essayer d'y remédier. Et donc enfants, les femmes aussi, parce que qui dit enfant dit femme. Donc voilà, ce sont nos cibles. Est-ce que vous avez une anecdote ou un souvenir particulièrement encourageant ou quelque chose que vous avez expérimenté sur le terrain que vous pourriez nous raconter, qui porte un message d'espoir, justement? Alors, c'est vrai que les messages d'espoir, on en a, mais des fois, ce sont des espoirs qui s'arrêtent brusquement. Alors, j'ai expliqué, parce que je ne sais pas si vous connaissez la maladie d'Hirschsprung. C'est une maladie qui touche un peu le côlon et on a quand même des cas au Sénégal. Alors, on avait un jeune garçon, il avait quoi, 7-8 ans, il s'appelait Fallujah. Donc, il était à Toubatoul. Alors, je vais en profiter justement pour remercier Madame Aïda Koulibaly Nour, qui est la marraine de notre association. Remercier sa maman, Dr Koulibaly, qui, elle, est médecin et qui m'accompagne. Donc, on a eu vent, justement, des problèmes que ce petit Fallujah rencontrait. Et il avait des problèmes pour se faire opérer, parce que, bon, il a fallu plusieurs opérations et ça a demandé beaucoup d'argent. Donc, j'en ai parlé à Dr Koulibaly, qui a tout de suite trouvé les moyens. Et on a fait venir le petit. Je vais vous montrer peut-être hors antenne les images. Alors, il est venu, on a quand même, voilà, on est allé à la clinique, on a payé, etc., etc. On l'a vu, on a fait des photos avec lui. Il a été opéré, et avec succès. Malheureusement, quelque temps après, le petit décède. Donc, c'est pour ça que je dis que par rapport à l'espoir, c'est vrai, on a espoir des fois, mais après, ça peut s'arrêter brusquement. Mais on garde toujours espoir que ce genre de maladie puisse vraiment être soigné correctement dans notre pays et qu'on puisse aussi faire les diagnostics à temps. Parce qu'en fait, c'est un problème de diagnostic parce que les parents ne se rendent pas compte que des fois, quand on a un enfant qui a des problèmes pour aller à la selle, on se dit, bon, peut-être que ce n'est pas grave. Alors, il se pourrait que ça soit la maladie d'Hirschsprung. Donc voilà, ce sont des choses comme ça, ce genre de sensibilisation qu'on veut faire. Mais l'espoir, on garde toujours. C'est difficile, mais on se dit qu'on va y arriver en se serrant les coudes. Je pense qu'on va y arriver. Voilà. Bonjour Yaham. Bonjour. Vous avez raison de dire qu'il faut garder un message d'espoir. Parce que l'histoire n'enseigne pas le fatalisme. C'est Max Weber qui dit qu'on n'aurait jamais pu changer le possible ou atteindre le possible si on ne s'était pas toujours et sans cesse attaqué à l'impossible. Et vous attaquez à quelque chose qui n'est même pas de l'ordre de l'impossible, mais qui est de l'ordre des choses totalement possibles à réaliser. D'autant puisque, quand on parle de l'enfant, pour moi, l'enfant, c'est quelque chose, et je pense pour tous les parents, pour tout le monde, donner la vie, c'est une épreuve. Mais, une épreuve avec ses difficultés, ses moments d'émotion. J'en sais quelque chose. Et vous êtes très, très bien placé pour ça. Donc là, on peut comprendre que
alors la compassion, Absolument. toute la solidarité, toute l'humanité qui peut se dégager en vous. Parce que vous évaluez à sa juste valeur la place de l'enfant, les difficultés que traversent toutes ces femmes-là pour donner naissance. Mais ce qui est extraordinaire dans notre société, et même dans beaucoup de sociétés, c'est de voir qu'au lendemain de ces naissances-là, l'enfant, je ne dirais pas l'enfant roi, mais l'enfant n'est pas seulement roi, mais l'enfant est quelquefois abandonné à son sort. Au moins, tant qu'il y aura un enfant dans la rue, tant qu'il y aura un enfant qui n'a pas été bien traité, parce que sa maladie n'est peut-être pas, on ne peut pas traiter cette maladie dans ce pays, ça pose problème. D'où ma première question. Oui. Est-ce que face à votre volonté d'œuvrer pour donner le sourire à ces enfants-là, est-ce que quelquefois vous êtes totalement désarmé face à des difficultés? Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas peut-être les infrastructures, il n'y a pas peut-être les remèdes, il n'y a peut-être pas la thérapie nécessaire pour sauver cet enfant qui n'a rien demandé et que quelque part vous vous dites, mais à quel sens vous vouez? Vous baissez les... J'imagine que vous n'allez pas baisser les bras. Non, pas du tout. Je ne vais pas baisser les bras. Alors justement, le slogan de Vision Sociale Sénégal, c'est un petit geste pour un grand sourire. Alors c'est vrai que des fois, je suis devant des situations extrêmement difficiles, où il y a des cas qu'il faut régler tout de suite. Et honnêtement, je ne trouve pas les moyens avec l'association. Parce que c'est vrai que nous sommes, je ne sais plus au nombre de combien, mais c'est extrêmement difficile de trouver les moyens. Donc, je vous assure que des fois, je pleure beaucoup, parce que je me dis, oh là là, si j'avais les moyens de faire ça. Mais bon, j'ai quand même des gens qui m'aident, comme j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi vous cachez derrière votre cachette, non, pas du tout. Ça, c'est juste pour voilà, dire aux Sénégalais que voilà, c'est comme ça que nous sommes habillés quand nous sommes sur le terrain. Et comme là, je suis sur le terrain, parce que je vais essayer quand même de sensibiliser. Alors, nous avons des amis qui nous aident. Vos beaux yeux, là. Ah bon, je vais relever un peu. Ça va mieux? Ça va mieux. Là. Super. Merci beaucoup. Alors, comme pour dire que c'est vrai, on a des amis qui nous aident. Mais des fois, je vous assure, je ne sais plus quoi faire parce que j'ai des listes en fait. Des listes de personnes qu'il faut absolument aider, qu'il faut absolument soigner. Des fois, c'est compliqué de le dire, mais on est peut-être quelque part appelé peut-être à faire, entre guillemets, des tris parce qu'on n'a pas le choix. Parce que aussi, il faut dire qu'on a des médecins aussi qui nous accompagnent. Mais ça coûte cher. Les opérations coûtent excessivement cher. Il faut les parents qui demandent justement à être aidés, évidemment, n'ont pas les moyens. Et le plus souvent, ils sont à l'intérieur du pays. Et il faut les faire venir. Il faut voir comment faire pour qu'ils soient quand même chez des parents à eux. On essaie vraiment, quand on prend en charge, de tout payer. Mais je vous assure que c'est difficile. Et je me dis qu'au Sénégal, peut-être que avec l'aide de tout le monde, parce que bon, c'est vrai que l'État fait des choses, mais je pense que nous aussi, on peut arriver à faire des choses. Oui. C'est cette question que je voulais vous poser. Comment on fait pour vous aider? Qu'est-ce qui est mis en place pour quelqu'un qui a envie d'aider Vision Sociale Sénégal? Alors, c'est vrai que nous, on a un bureau et on a un secrétaire général qui travaille à l'université Cheikh Anta Diop, qui est au centre de calcul, qui est ingénieur en informatique. Donc, il centralise un tout petit peu tout. Et moi, ce que je dis aux Sénégalais, c'est que nous, on n'a pas besoin d'argent. Moi, je n'ai pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin d'argent. Nous, tout ce qu'on veut, c'est par exemple, comme on avait fait avec le petit Fallou, c'est-à-dire qu'un donateur nous met carrément au nom de la clinique son chèque. Et nous, on va donner à la clinique. Par exemple, on a fait des dons au niveau de l'orphelinat des Parcelles Assainies, Cher Saliou Mbacké, voilà. Alors, cet orphelinat-là, nous, on demande aux gens, allez-y. Donnez des couches, allez-y, donnez du lait, etc., etc. On ne veut pas entrer dans cet engrenage d'argent, de ceci. Non, non, non. Nous, on demande à aider avec des dons en nature, du matériel. Un rôle d'intermédiaire mais par exemple, je veux dire, l'aide de façon continue, parce que parfois, c'est vrai que vous avez des programmes spécifiques, mais par exemple, de façon continue, il y a des gens peut-être qui veulent apporter un soutien alors que vous n'avez pas peut-être présentement un programme d'une opération ou bien d'un don, mais qu'est-ce que les gens peuvent faire? Est-ce qu'il y a un compte bancaire? Est-ce que vous avez une plateforme? Exactement. On a une plateforme, on a un compte bancaire, donc c'est ce que je disais qu'il va falloir aussi vraiment que nous essayons de vulgariser tout ça avec le secrétaire général. Alors parlons justement d'aide à long terme. Je remercie d'ailleurs le directeur général de la RTS, Racine Talla. Peut-être que je n'ai pas dévoilé tout ce qu'on s'est dit, parce qu'il nous a reçus il n'y a pas longtemps, mais la RTS compte vraiment accompagner Vision Sociale Sénégal avec la RSE,
de toutes les entreprises. Et je voudrais vraiment renouveler justement cette expérience avec les autres entreprises du Sénégal qui, je crois, seraient quand même prêts à aider tout simplement. Est-ce qu'il ne faudrait pas organiser un grand événement annuel, comme ça se fait en France avec des télétons, répertorier toutes les associations. La semaine dernière, on a reçu les Racines de l'Espoir et je pense que toutes ces associations œuvrent dans l'humanitaire, on va dire, c'est un concept très vaste, mais on va dire l'humanitaire. On aurait pu non pas les regrouper les associations, mais les identifier, organiser un grand téléthon. Il y a beaucoup de Sénégalais, je pense, qui sont très généreux, qui voudraient quelque part sortir, en tout cas, des moyens pour aider ces enfants. Et puis, il y aurait le ministère peut-être de la Santé ou une organisation qui pourrait gérer ces fonds, ces aides, répertorier les enfants qui mériteraient en tout cas un traitement bien spécifique. Et je pense, est-ce que ça, ce ne serait peut-être pas une solution qui pourrait... Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce serait une solution. Et donc, les associations se prépareraient pendant un an pour cet événement. Et après, nous ciblerons les gens qui en auront besoin, les hôpitaux, etc., etc. Moi, je suis encore entièrement d'accord avec vous et je suis ouverte à ça. Et c'est vrai que c'est une belle idée. Dans la presse, vous devriez vous-même initier. Oui, je pense parce qu'en parlant de ça, parce que je vous parle de notre marraine qui est la femme de Youssou Ndour, mais je veux dire, nous, on est vraiment prêts à organiser ce genre d'événement parce que ce que nous recherchons aussi, c'est vraiment des fonds. Parce que comme je vous l'ai dit, les opérations coûtent très cher. Comme je vous l'ai dit, un enfant qui est dans un orphelinat, mais écoutez, c'est beaucoup d'argent par enfant. Hein. Et donc, ils ont vraiment besoin d'argent. Donc, nous avons été très heureux vraiment de vous accueillir sur ce plateau. Je remercie. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Vision Sociale Sénégal, V2S. Exactement. Et à Khamtiam, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup. Ça a été en tout cas un plaisir d'être dans cette émission que nous avons le plaisir de regarder. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite une bonne continuation. Et encore une fois, je lance un message aux Sénégalais comme pour dire aider les associations à aider ceux qui en ont besoin. Et encore une fois, un message d'espoir. Nous allons tous ensemble y arriver. On va combattre le coronavirus et continuer après nos activités, continuer à aider. Et puis voilà, vive la paix pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Tout le plaisir pour nous. Merci beaucoup. Nous allons terminer cette émission avec un acteur majeur du hip-hop Galsen, dans lequel il évolue depuis maintenant 25 ans. Il vient nous présenter en prélude à son nouvel album le single intitulé African Queen, de son vrai nom Moustapha Gning. Nous recevons ce soir Fata El Presidente. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Waaw, Moustapha. maa ngi ziar. ñu delloo ziar. Merci. jërëjëf Fata. jaajëf. ñu ngi kontaan trop si dalal la si suñu émission. Comme ni ma ko waxee yaa ngi waajal sa benn album. En prélude album bi yaa ngi génne benn single bu tudd African Queen xam naa ne peut-être c'était peut-être période 8 mars bi moo tax nga génne woon ko. Ouais. De base c'était ça. Ça fait 7 ans que j'ai pas sorti d'album et donc du coup j'ai sorti pas mal de projets si diggante bi donc un album nag moom c'est différent des projets yu ndaw yi ngay def mooy ay EP et des mixtapes. Et donc pour sortir un album c'est un ensemble de choses. Donc benn bi li ma mettre en single mu nekkoon la femme africaine donc mu nekk aussi benn lu muy dund ak en commençant ci sama soxna ay rappel ci sama yaay donc mu nekk ay affaire yi dama ko yàgg dund ak jigéen ñi ak xool yu ma leen di seetlu ci dëkk bi Afrique ak yenn volonté yu bëri yu ñu am yoo xamante ni liggéey yoo xamante ni ñu ngi impacté plus sax parfois de manière volontaire si askan wi dans les zones rurales donc il fallait au moins faire le morceau je l'avais fait bien avant ça mois bi quoi et donc bi weer bi di ñëw donc je l'ai choisi comme single pour marquer un peu le truc on voit que tu es beaucoup dans la recherche quand même si côté hip-hop Galsen parce que ce dernier album bi nga wax il y a 7 ans soulevé woon un peu une petite polémique parce que voilà si côté mbalax bi nga si dugaloon ak yooyu léegi comment tu as vécu ça et après est-ce que tu as eu raison sur ceux qui t'ont critiqué un peu. Bon, disons oui et que ça continuité là parce que boo xoolee en 2005 laa njëkk a génne un album en solo. Sinon j'étais toujours dans des groupes. C'est vrai. Et donc 2005 bi ma koy génne album boobu mi ngi tuddee en Rafrique laa ko tuddee Retour en Afrique. Parce que te maa ngi ko defee si album ci studio américain yu mag quoi. Ci laa invité woon une star comme
Dragon et c'est là que andi woon Sénégal à l'époque et donc période boobu rek déjà maa ngi doon def signal ne dañu war a dellu si waat Afrique quoi si rab bi parce que fekk na fréquenté na américains yi j'ai eu la chance de partir avec eux en boîte dem si yenn endroits yi mais en studio aussi j'ai compris que ñoom li ñuy def nuru na bu baax ak ñun li ñuy def même s'il y a des différences rythmiques xam nga légères hein et donc ñun boobu nag laa commencé jël ay morceaux mbalax di ko mélanger di ko dajale ak ay rappeurs américains ñu ci posé donc après 5 ans loolu itam dafa suscité woon coow mais bi may génnee Ikra mooy morceau bi ma def ngénte li boobu laa gën a osé parce que boobu laa jëlee ay taasukat di leen impliqué ci morceau yi carrément ñu dugg si biir quoi mu nekk ay morceaux yu sénégalais yu bëgg même bu fekkee bi ma dikkee defar ngénte li bi ma koy yóbboo si yenn animateur rajo yi yëpp ils ont tous dit non kenn tegu ko. Après j'ai eu l'intelligence des animateurs des animateurs hip-hop. Et pendant ce temps man dama ko jël itam jox ko ay animateurs rajo. c'est vrai que rajo de la matinée en fait. ñu faral di teg mbalax quoi. ñoom ñoo ko franchement ñoo ëpp mérite ci affaire bi quoi. Et après je me suis rendu compte qu'aussi Sénégalais yi ils ont tous kiffé le morceau. Et moo leen delloo si waat na Sénégalais yu bëree. seen xel si rap Sénégal. Ok on a vu que actuellement tu es plus souvent à l'étranger en particulier aux États-Unis loolu c'est un choix wala da nga jàpp ne kenn mënul toog fii dund fii ni nga bëgg a dundee sa rap parce qu'on voit que c'est inné il y en a beaucoup qui à partir d'ici on fait beaucoup de choses quand même. Oui mais après comme j'ai très tôt voyagé aussi dama dem ba comprendre paysage musique bi lan mooy blocage yi lan mooy problème bi en vérité sans moom koy rattaché kenn quoi. Même sur le fait que les Sénégalais ont perdu la notion d'achat des albums, même si avec l'invasion de l'Internet et tout, on sait que les Sénégalais, ils ont perdu carrément la notion d'achat d'albums. Donc, d'où est-ce que l'artiste... Ils ne sont pas les seuls. Maintenant, de plus en plus, les choses sont numérisées. Les gens mais les gens, ils achètent toujours. Il y a des disques d'or online et tout, mais nous, on n'est pas encore préparés à cela. Donc, du coup, nous ne dire reprocher Nini. Artistiquement, nous ne dire reprocher les maisons de disques pourquoi ils ne produisent plus. Les tourneurs, pourquoi ils ne font plus tourner les artistes. Donc, yo artiste bi yaa mën a def say déduction. On est depuis très longtemps indépendant. Par exemple, moi, depuis toute ma carrière solo, je me suis produit tout seul. Et donc, mënoo di produire sa bopp, trouver des moyens de le faire, avoir une famille, di que take care te environnement bi nga nekk, y a amul benn structure bu la mën a aider. Une structure étatique, je veux dire, qui soutient de la politique artistique. Donc, du coup, li ngay mën def mooy de part yow moyens yi ngay am jéem a au moins mettre la famille à l'abri ñu nekk si yan yow aussi tu peux toujours être exposé parce que yow tu es passionné. balaa may jox sama mbokk yi on va passer le clip de African Queen pour voir un peu li ngay def Khady dès que c'est prêt. Yeah. Word. Yo. Bitanka du laal bi. Yo, jigéen lu mu la mos def. Li jikki du jikke. Yo, di la musique ñi ci sagal femme africaine. Bitanka du laal bi. Yo, jigéen lu mu la mos def. Li jikki du jikke. Yo, di la musique ñi ci sagal femme africaine. Taar mu ngi jóge ci ñun African Queen. Jekk mi ngi jóge ci ñun African Queen. Mën sañ-sañ ngi jóge ci ñun African Queen. Bëgg lu neex ci ñun African Queen. The style, the mood, the skills, the fashion, the love, the hype bring great attention. Foo ko mën di dugal mu bokk ndax ni ko Yàlla bindee. Mboolem xeet ci fi ñu dajee noonu nga ko si dindee. Boole ci am jom ñeme xëy nangoo liggéey. Duñu tiit duñu daw jarama bi la jigéen. African Queen you repping the black beauty. Moo tax jaral ngeen ma lu ne ba ci dem fay juuti. Fu ngeen mën di ne ci dunya na ngeen gën xam seen bopp. Xam seen bopp gëm seen bopp. Xam looy topp am koy sopp am looy gëm ba foo dem yëkkati sa loxo ci kaw. Bitanka du laal bi. Yow jigéen lu mu la mos def. Li jikki du jikke. Yow di la musique ñi ci sagal femme africaine. Bitanka du laal bi. Yow jigéen lu mu la mos def. Li jikki du jikke. Yow di la musique ñi ci sagal femme africaine. Du ma ne kii du ma ne kee mën nga fii mën nga fee du ma
ne kii kee fee moo danañ ne fee ndax jigéen nay suñu yaay dellu doon suñu waay xanaa kon suñu wéttal ci suñu njege naa yaay tooñ mu lay baal du la mooy jëlee baax benn tànk du fecc te si yéen rek la ñu xaj benn lam du kandang sa ginnaaw kandang góor mënatul am ndam bu ci jigéen jàpp xoolal jigéen yi fi am ndam munuma leen sax jàng bi liggéey bi kër gi borom kër gi ci napp beeg càmm mi mbay mi yéene ndey yéen a ngi ci lépp lu am fayda Afrique am sac fi ngeen ko jàpp foofu la bu leen ci kenn nax moo tax may sagal tey jigéenu àdduna rawatina suñuy yos the African Queen hey Sénégal suñu siitanka du laal bi yow jigéen lu mu la mos def li jikki du jikkee yow bi la musique mi ci sagal femme Afrique siitanka du laal bi yow jigéen lu mu la mos def li jikki du jikkee yow bi la musique mi ci sagal femme Afrique yi jigéen sama yaay seen yaay suñu yaay seen yaay yi jigéen soxna Mam Jaara ak Mam Fawaat du wele yow yii jigéen defar tiiteeg maam date yàlla mbooj yii jigéen mucc Jóob ak suñu liggéey ya yii jigéen sama jabar sa jabar seen jabar yëpp yii jigéen suñu première dame Marème Faye Sall yii jigéen la diva Kumba Gawlo Seck yii jigéen sunu yaay ji soxna Mimi Touré yii jigéen sunu yaay ji soxna Oumou Sy yii jigéen Queen of Shaba and Queen Nandi yo yii jigéen yu mën góor. C'est un très beau clip vraiment un hommage aux femmes xam naa ne am nga fi benn fan xam naa daf la ko rusoo wax rek waaye mokkal na sa way yëpp Aram. Bonjour. Bonjour madame. Très contente de vous voir ici. Merci. Vraiment bokk nga ci rappeurs yi gën a contribuer ci décomplexer le hip-hop sénégalais parce que je pense qu'il ne suffit pas qu'un Sénégalais fasse du rap pour que ce soit du rap sénégalais. te vraiment indi nga ci coppite bu rëy en tout cas bokk nga ci. Et donc tey jii on a toute une génération de rappeurs qui convoquent différents styles musicaux sénégalais dans leur art yu ci mel ni taasu taalif kebetu par exemple ak ay instruments africains ma bëggoon xam comme li nga doon wax sànq rek lan moo waral décalage bi am entre le public qui est très demandeur de ce type de rap et une frange des rappeurs qui reste très puriste. Bon, il faut dire que déjà je pense que bi ñu njëkk commencé di ñëw di flirter rap bi ñun en tout cas suñu génération ñun ñooy deuxième génération bi le rap était vraiment écouté partout Sénégalais yëpp même bu fekkee bees la woon mais mi ngi doon dugg ci biir kër yi ouais. Il y a eu après un autre beneen ère bu xamante ni c'est avec Rapadio qui était devenu très virulent même s'ils étaient bien parce qu'ils ont ramené ci écriture bi léegi beaucoup plus de forme et de style yoo xamante ni rappeurs yi ñëw ci suñu génération ñun ñëpp moom la ñu dañ ci nekkoon mais pour certains ils l'ont pris ba nga xamante ni dafa mujj nekk ñoom dañoo amul woon benn respect si ñi jiitu ba nga xamante ni ñoom si bi ñu ñëwee ils ont créé un frein une barrière ba kenn du déggati wala du joxati mel respect boobu si ñi nga xamante ni ils ont déjà fait un travail énorme muy PBS Dara J Black Mbolo Jant bi ainsi de suite loolu nag dafa créer benn frein boo xamante ni ba tey dafa yëbb si génération yi ñëwaat yëpp parce que ñu ci bëri dañuy jàngee ni ñuy duggee si rap sénégalais bi mooy il faut être gangster il faut être virulent il faut taper sur tout te sénégalais yi naturellement duñu jël loolu lépp moo tax après ñoom dañu am recul. Je me rappelle il y a des textes qui parfois tapaient sur les femmes ay wax yoo xamante ni tax na jigéen ñi dematuñu concert yi tu l'as senti il y a une période où vraiment concert yi c'est entre rappeurs quoi donc c'est pour dire que de l'entre-soi quoi. Voilà donc loolu yëpp frein la yoo xamante ni Sénégalais yi sont restés chez eux. J'ai l'impression aussi qu'en observant l'évolution du rap engagé en particulier, on est passé d'un engagement plus ou moins politique à un engagement social, si je puis dire,
Par exemple, su ma joxee exemple PBS ou coups et blessures volontaires, c'était des textes très politiques, très percutants, avec des messages sur la malgouvernance, la corruption, etc. Tey jii, j'ai l'impression qu'on revient, on parle beaucoup d'identité africaine, ñu ngi wax ci standard de beauté ak valorisation de la beauté noire. Il y a des thèmes comme le civisme, l'écologie, l'éveil social, l'éveil citoyen, l'éducation, les pratiques de consommation qui reviennent beaucoup avec Daraji par exemple. Quel regard vous avez sur le rap engagé au Sénégal de façon générale? Déjà je pense que man si forme bi laa njëkkoon nekk depuis le début sax parce que pour man engagement du woon rek sànni xeer nguur gi xam nga parce que boo deful woon loolu à l'époque dañu naan la doo guerrier quoi donc il fallait être engagé politiquement et socialement politique et donc tey jii nag ñii doon def rap boobu tamit dañu màgg dañu am kër am jaboot xam nga et donc am beneen regard ci société bi xam ni parfois du rek ay saaga wala xuloo rek mooy régler bi yenn problème yi on a envie de donner notre avis qu'on nous prenne pas pour des gens qui sont tout le temps ay nit yu mer rek quoi donc il y a eu un moment où on a envie de vraiment toucher xam nga ay des maux de la société di ko aborder d'une autre manière xam nga démb rek maa ngi wax sama comment ma ne ko même l'amour ni ñu koy traité Sénégal parfois ci texte yi dafay dem ba c'est quasi similaire en fait alors que tu écoutes des chansons américaines ku ci ne d'une manière très aiguë dina am benn différence ci approche yi et je pense que Sénégalais yi loolu ñu artistes yu bëri nag en tout cas léegi noonu la ñuy def di wax ci société bi yeneen problème yoo xamante ni yenn saa doon nga ko bëgg wax sax te artistes yi bind nañ ko quoi leneen nag loolu si maturité la artistes yi ñi ci nekk yàgg nañ et puis bàyyiwuñu ko ñu ngi si nekk boobu ba léegi ils ont envie d'être différents si textes yi d'être différents si nit ñi aborder sujet yi aussi. Vraiment. Bonjour Fata. Bonjour. Na nga def ça va? Ça va très bien. Je sais pas combien de duos wala featuring nga def dans sa carrière mais je pense que soo nekkul champion national voire champion mondial coupe du monde on va dire est-ce que jëloo coupe du monde des duos et des featuring? C'est vrai. Mënu leen compter est-ce que am nga un nombre exact? Mënoo leen compter. Donc je pense que c'est extraordinaire le nombre de clips et puis qui ont réussi parce que clips yu bari kenn mënu leen citer. Je pense que tous les artistes sénégalais waxuma la sax étrangers yi. Absolument. Alors c'est un besoin personnel ou une demande des autres? Qu'est-ce qui explique ça? Comment ça naît? Nit yaa lay woo ne la nañ soxla parce que effectivement il y a peut-être un effet d'imitation nga xew ñëpp bëgg a def benn moment bëgg a toucher le public jeune ne naa woo Fata bu dugal ma ci quelque affaire rap pour affaire bi captiver quelque part donc il y a une forme d'utilisation peut-être ou est-ce que yow quelque part aussi tu te dis ce serait intéressant pour ma carrière de m'ouvrir aux autres artistes et pour pouvoir bon day am vice versa day am yoo xamante ni da nga koy soxla am na yoo xamante ni ñoom ñoo lay soxla et loo ci mënti dégg rek man j'ai toujours été ouvert d'esprit et am teel a comprendre ne itam featuring mooy tax ngay ubbeeku quoi lu mu gàtt dina am kenn ñaar ku la découvrir si public am moom quoi et daf ci am ñaar yoo xamante ni nag ñoom mu gën a marqué yi gën a fort si suma carrière mooy benn bi nga xamante ni Bouba moom moo ko defoon mooy Viviane et frère non pas Viviane et frère Viviane man ak moom Pakoti bul Salit boo xamante ni période boobu Bouba daf ma ba studio sax ma toog mu ne ma est-ce que sañ nga poser aussi lii quoi ma ne ko mais pourquoi pas donc c'est comme si il m'a invité à me poser sur autre chose pour mu jox ma beneen approche si li ma bëgg a def donc loolu daf ma amal solo sama carrière parce que mosu ba amoon succès la man ak ndem si yàlla bi Pakoti yàlla na ko yàlla yërëm et donc beneen featuring bi mooy aussi bi ma defoon ak Omar Pène si biiru parce que morceau boobu c'était je peux dire dafa mel ni dafa ma jox beneen étape si suma carrière parce que grand yi Omar Pène Baaba Maal Youssou Ndour kenn mosul woon jéem a xalaat sax dugg si seen album classique yi ñu génnee en décembre donc man nag il m'a fait la faveur de faire ce morceau même dans son album donc mu nekk yoom da lay yokku si respect quoi. Est-ce qu'aujourd'hui par rapport à la jeune génération vous le rendez vous avez la même réaction par rapport aux grands qui vous ont donné cette chance? C'est-à-dire le fait même peut-être de poser sa voix, ce n'est pas déterminant, c'est pas forcément nécessaire, mais le fait par exemple de les produire, de les aider à sortir, parce qu'il y a beaucoup de jeunes talents. Tout à l'heure, je pense qu'on en a discuté. Il y a beaucoup de talents au Sénégal.
qui sont peut-être pas connus. Parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène de réseau. Il y a toute une industrie musicale qui fait que pour amul ko la jàppale wala bokk ci benn réseau tout ça mën nga toog sa quartier nekk le meilleur rappeur d'Afrique sans pour autant être connu. Et que des gens comme peut-être yow tey jii nii mën nga ñëw repérer un jeune Saint-Louisien boo xam ne c'est un grand rappeur et puis lui tendre la perche pour que cette personne-là ait ce tremplin pour briller. Oui, donc man loolu la logique bi loolu la parce que certes man itam sama carrière boole ma si woon rëy wala aussi boole ma si gis sama bopp ba nga xamante ni du ma ubbeeku tamit ouverture boobu yaa koy jox sa bopp déjà pour que nit ñi ñeme la quoi. Et je pense que loolu permettre na ma def morceau yu bëri yi ngay wax ni moom laa def ak ñëpp et en même temps aussi j'ai compris que dama war a joxe tamit quoi te loolu d'où la raison de mes émissions de radio quand j'étais à la radio elle faisait la meilleure émission elle était la meilleure émission de si sphère musicale bi à l'époque c'était cette même émission que j'ai transposée à la télé mu nekkoon Hip Hop Feeling dont vraiment ça a fait naître beaucoup d'artistes aujourd'hui et donc dans cette même dynamique j'ai pu produire une compilation qu'on appelait Free Concept bu dajale plus de ay 40 artistes nii nag sama album bi may ñëw génne dama ko couplé ak beneen compilation bu mu tuddee Inspiration parce que j'ai eu pas mal de jeunes même n'étant pas au Sénégal qui m'interpellent sur Instagram sur Facebook me faire écouter ce qu'ils font me faisant comprendre en même temps que c'est man maa leen inspiré quoi donc j'en ai pris au moins 6 ñenn ñi ñu dëkk Saint-Louis ñenn ñi Gambie ñenn ñi en Mauritanie donc pour que mu gën a yaatu j'ai fait une compilation que j'ai appelée Inspiration. En tout cas on a été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Album bi ngay génn nu mu tudd. Global Citizen. Global Citizen. Maintenant peut-être xamago date bi mu war a génn. waaw delloo waar rek mais un mot juste pour terminer pour sensibilisation comme yow. nit ñi ñu ngi lay déglu par rapport ak Corona. Ouais, on vient de sortir hier une vidéo aussi. Absolument. Certainement xam naa di nga ko présenter. xamante ni de base man ak sama petit frère Ngaaka Blindé. ñoo ko présenté et on a invité des artistes yu mel ne Titi Clayton vraiment morceau xamante ni bi ñu ko defee tout le monde est venu de manière spontanée nag ay Awadi si 30 minutes avant il est venu en studio. On a fait un beau truc. bu ñu présenté aussi xam naa ne dina yegg si askan wi noo xamante ni dinañ mën a adapter un peu et c'est en phase avec les instructions du président de la République parce que tamit ñenn ñi ko mënul def par force mën ko def par plaisir toog seen kër quoi xam nga déglu musique def leneen quoi. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau maa ngi remercier aussi je remercie mes camarades du jour Aram Fall Thioune Ibrahima Silla remercier tous les techniciens de la RTS. Remercier tous les téléspectateurs qui nous regardent tous les dimanches soirs. À dimanche prochain, Inch'Allah.